dont les citoyens s'approprient et qui est mieux comprise et qui est complètement intégrée au paysage. Anne Claudius-Petit, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous voici à Marseille, à la Technopole de Château-Gombert, où nous avons rendez-vous avec Jérôme Moutarde. Bonjour Jérôme. Bonjour Thierry. Vous êtes président, cofondateur de Dualsun. Merci à vous d'être avec nous. Selon le nouveau panorama de l'électricité renouvelable, l'électricité produite par la filière solaire a atteint 14,3 TWh sur l'année 2021 sur l'ensemble du territoire national, évidemment, soit une augmentation de quasiment 13% par rapport à l'année précédente. Est-ce que vous avez, vous, au sein de votre entreprise, bénéficié de cette croissance ? Alors oui, effectivement, nous, Dualsun, nous sommes fabricants d'un panneau solaire innovant qui a été développé ici à Marseille, qui permet de produire à la fois de l'électricité par sa face avant et de l'eau chaude par sa face arrière. C'est un panneau que nous destinons aux maisons individuelles et donc à l'autoconsommation de l'électricité sur vos logements, sur les maisons individuelles ou sur les immeubles. Et effectivement, depuis maintenant 1 an et demi, on observe une très forte accélération de la demande des propriétaires de maisons qui se rendent bien compte que leur facture d'électricité explose en ce moment et que le solaire et donc les panneaux Dualsun sont une vraie réponse à ces problématiques de hausse de coût de l'électricité actuellement. Alors vous avez démarré cette aventure-là en 2010. Après, vous avez connu le parcours du combattant de toute création d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes toujours une start-up ou alors vous êtes une petite, moyenne entreprise, une PME ? Alors aujourd'hui, on a la chance de vivre une réelle accélération qui est palpable sur tout le marché de l'énergie et du solaire. Nous sommes maintenant une entreprise de 40 collaborateurs et nous allons générer cette année 40 millions de chiffre d'affaires. Donc ce n'est plus vraiment la start-up qu'on a été pendant les années du début. Nous sommes maintenant complètement rentables. Nous exportons 20% de nos panneaux à l'international puisque cette technologie Dualsun que nous avons développée est extrêmement bien reconnue dans le monde. Oui, alors je reviens sur le terme que vous avez employé tout à l'heure, autoconsommation. Est-ce que ça veut dire que concrètement, si moi, chez moi, je décide de mettre des panneaux solaires chez moi, je vais bénéficier à volonté et du chauffage et de l'eau chaude grâce à ces panneaux solaires-là ? Ou est-ce que c'est encore limité ? Le principe de ces panneaux, effectivement, c'est dès qu'il y a du soleil qui les éclaire, c'est de produire de l'électricité photovoltaïque qui va alimenter dans votre maison votre frigo, votre électroménager, votre pompe à chaleur si vous utilisez une pompe à chaleur pour faire du chauffage, donc effectivement participer au chauffage. Et en plus de cela, ces panneaux Dualsun, ils produisent de l'eau chaude par leur face arrière et ils vont participer au chauffage de votre ballon d'eau chaude pour l'eau chaude sanitaire. Et s'il y a 10 jours de mauvais temps ? Alors il y a toujours une énergie d'appoint avec les panneaux solaires. Il faut se dire que si votre maison est encore 100% voilà. Autoconsommation au total. Autoconsommation veut dire qu'on consomme son énergie produite, ne veut pas dire encore autonomie totale, puisque là, il faudrait des batteries et ça devient des investissements plus importants. Combien ça coûte ? Une installation type pour un particulier ? Pour un particulier, les prix sont quand même assez variables selon la complexité du projet. Par exemple, la hauteur de la maison, l'ancienneté de la toiture. Une fourchette d'une installation type va être entre 9 000 et 12 000 euros, l'installation tout compris pour 10 panneaux. Pour une économie à peu près de combien ? Alors après, l'économie dans le sud de la France, ça va pouvoir aller jusqu'à 1100 actuellement euros par an. Mais avec la hausse des coûts de l'énergie, chaque année, pour la même énergie produite, vous allez faire beaucoup plus d'économies sur votre facture, puisqu'aujourd'hui, l'électricité augmente très fortement. Absolument. Vous parlez du développement, de la croissance que connaît l'industrie des panneaux solaires, entre guillemets. Est-ce que donc énergie propre, est-ce que le paradoxe, c'est pas la question du recyclage des panneaux solaires qui peuvent générer et entraîner de la pollution ? Alors le recyclage est un point. Nous, le premier point auquel on fait attention, c'est le bilan carbone du panneau au moment de la fabrication. On va choisir des composants qui ont le plus faible bilan carbone au moment de la production du panneau. Ça, c'est très important pour que l'impact global de l'installation soit positif. Et ensuite, ce sont des panneaux qui vont durer 25 ans, qui sont garantis 25 ans. C'est très long, 25 ans. Au bout de 25 ans, ils sont recyclables à 98%. Il y a une idée reçue en ce moment en France qui laisse à penser que les panneaux ne seraient pas recyclables. Ces panneaux sont recyclables à hauteur de 98%. C'est le cas de la majorité du parc photovoltaïque. Est recyclable. Il y a des usines qui s'ouvrent de recyclage. Une a ouvert à Rousset très récemment, qui permet de recycler le photovoltaïque de façon très conséquente, comme je le dis, 98%. Merci beaucoup.
beaucoup Jérôme. Merci à vous. On a parlé de l'énergie qui vient du ciel, du soleil. On va parler de l'énergie qui vient de la mer. Le leader mondial de l'éolien offshore flottant se trouve ici, à La Ciotat, dans le département des Bouches-du-Rhône. L'entreprise s'appelle BW Ideol. Pierre Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte naval, vous travaillez donc ici. Que des questions simples. Ça marche comment une éolienne flottante offshore? Donc une éolienne, c'est une turbine qui produit de l'électricité à partir du vent. Sauf que nous, la spécialité, c'est de les installer en mer, au large des côtes, dans des grandes profondeurs d'eau. Et quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas? C'est très rare, puisqu'en mer, le vent est constant. C'est pour ça qu'on les installe en mer et qu'il y a un intérêt à aller aussi loin. Et ça fonctionne à partir de quelle vitesse de vent? Ça fonctionne dès 4-5 km/h, ça dépend des turbines, donc tout le temps. Une fois que l'éolienne tourne, elle produit de l'électricité via la turbine. Après l'électricité, elle est exportée. Comment est-ce que ça chemine jusqu'à la terre ferme? Exactement, elle est exportée via un câble qui part de la turbine, qui se longe et qui va au fond de l'eau et qui est raccordé à un poste de raccordement à terre. La différence, vous le disiez, c'est que ce sont des éoliennes flottantes. Ça change, hein, des éoliennes qui sont ancrées dans le sol. C'est quoi l'avantage? C'est qu'on peut les éloigner de la vue des gens, et ça, c'est un avantage certain, c'est ça? Tout à fait. On les met plus loin que les éoliennes posées, puisqu'on va dans des plus grandes profondeurs d'eau. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on utilise la partie flottante, donc comme une coque de bateau. Nous, c'est une forme carrée avec un trou au milieu qui permet en plus de limiter les mouvements. Alors, prenons l'hypothèse, et c'est une hypothèse réelle, que ça marche tout le temps. Ça produit combien d'électricité? Alors, pour les dernières générations, on part pour une éolienne de 15-20 mégawatts, et donc ce serait autour de 15 000 habitants, 20 000 habitants par une éolienne. Une éolienne, 15 000 habitants. Sauf que nous, à terme, on ne va pas en installer qu'une seule, on installe des champs d'éoliennes, donc 40-50 unités, qui seraient l'équivalent d'une centrale nucléaire. Ça s'appelle un parc. Parc d'éolien, exactement. Ok, on va retrouver Paul de la Guérivière. C'est le patron fondateur de l'entreprise, Paul de la Guérivière. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à La Ciotat, BW Ideol, leader mondial de l'éolien flottant. Combien de personnes travaillent ici? Il y a à peu près 75 personnes qui travaillent ici. C'est à la fois le siège et le bureau d'études et une partie des équipes qui travaillent sur la mise en production de nos flotteurs. Ils sont super jeunes. On a une moyenne d'âge, je pense, autour de 37 ans à peu près, mais des équipes extrêmement motivées, mais pour certaines qui travaillent depuis plus de 12 ans sur le sujet. Donc, essentiellement un profil d'ingénieur. Une partie ingénieur, une partie personne de terrain, donc qui accompagne à la fois la construction et l'installation en mer. Alors on va faire le point rapide sur la situation de l'éolien offshore en Méditerranée, puisque c'est évidemment cette zone-là qui nous intéresse. Il y a 3 projets qui sont en cours. Il y a un appel d'offres qui a été lancé pour le coup, de véritables fermes d'éoliennes offshore avec des quantités beaucoup plus importantes. Est-ce que vous avez soumissionné à cet appel d'offres? Alors c'est un appel d'offres qui est en cours, donc on va soumissionner en partenariat avec EDF Renouvelable et Maple Power. Et on a également un projet qui est en cours de construction au large de Port-la-Nouvelle. Donc la Méditerranée devient vraiment le cœur de l'éolien flottant en France. On a quand même l'impression que c'est beaucoup plus lent en Méditerranée qu'en Manche, par exemple, où les projets ont l'air de beaucoup plus pulluler qu'ici. Est-ce qu'il y a une explication? D'abord, est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, je pense qu'il y a globalement, en France, des délais de mise en œuvre des projets qui sont beaucoup plus longs que dans certaines autres géographies. Les procédures administratives, les appels d'offres, la consultation, les enquêtes publiques, etc. La phase d'appel d'offres, où il y a un dialogue concurrentiel, après la phase de permis, d'études d'impact environnemental, qui sont des phases nécessaires, mais qui peuvent être, dans certains pays, anticipées avant l'attribution des projets. Aujourd'hui, vous avez une éolienne en France? Aujourd'hui, on a une éolienne qui est en service au large du Croisic. Alors, on a une en France et une autre au Japon, mais les deux sont en service depuis maintenant plus de 4 ans, depuis septembre 2018. Aujourd'hui, on sait que l'avenir passe par là.
Est-ce que c'est véritablement sur ce type de production énergétique qu'il faut particulièrement se concentrer? Aujourd'hui, l'éolien flottant, c'est une énergie extrêmement compétitive en termes de coût. C'est une énergie qu'on peut déployer massivement, donc répondre à l'urgence de la transition énergétique. C'est une énergie qu'on peut déployer potentiellement loin des côtes, donc sans impacter les autres usagers de la mer. Et avec nos technologies, c'est une énergie qu'on peut fabriquer en France. On peut installer des unités de production de nos flotteurs qui sont construits en béton, comme on l'a fait au large du Croisic, on a fabriqué dans le port de Saint-Nazaire. Sur des projets en Méditerranée, on peut déployer une ligne de production sur Fos, créer 3000 emplois pour produire l'équivalent d'1 gigawatt par an. Alors, vous, c'est l'éolien flottant. Il y a plusieurs sortes d'éoliennes offshore. C'est quoi la particularité du fait que celle-ci soit flottante? Alors, traditionnellement, l'éolien en mer, c'est des fondations posées. Donc ça marche jusqu'à peu près 40 mètres de fond. Au-delà, ça devient trop cher, trop compliqué. Donc l'éolien flottant permet de s'affranchir de cette contrainte de profondeur. On pose une éolienne sur un flotteur qui lui donne sa stabilité. Il y a un système d'ancrage qui maintient l'ensemble en position. En s'affranchissant de cette contrainte de profondeur, on peut aller dans des pays qui ont des côtes trop profondes, on va dire les côtes méditerranéennes, mais également du coup aller chercher là où il y a le meilleur gisement en vent, potentiellement loin des côtes. Ou même en France, il y a la Bretagne ou la Méditerranée. Pourquoi on parle d'éolien flottant? Parce que c'est deux zones où il y a un des meilleurs gisements en vent d'Europe. Alors, on parle beaucoup aussi de pollution visuelle. Alors, ça concerne plus les éoliennes terrestres, même si elles sont à 25 km, peut-être qu'on les discerne quand même à peine, mais on les voit. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'apprivoiser le grand public par rapport à ce nouveau paysage qui risque d'être plus important qu'aujourd'hui? Voilà, il y a un besoin que le grand public s'approprie. Je pense que l'éolienne qu'on a au large du Croisic était même à un moment, quand on était dans le port de Saint-Nazaire, un point d'attraction. Quand on a quitté le port de Saint-Nazaire, le maire de Saint-Nazaire nous a dit mais restez. En fait, les touristes viennent voir l'éolienne quand elle est dans le port. Donc je pense qu'il y a une acceptation progressive du grand public. Après, c'est vrai qu'on est sur une éolienne flottante. Si on n'a pas la contrainte de profondeur, on peut se mettre à 80 km des côtes. On a un projet aujourd'hui en développement en Écosse, on est à 80 km des côtes. Il n'y a plus aucun impact visuel. Donc cette problématique disparaît complètement. Et l'impact que ça peut avoir sur l'écosystème, sur la pêche? Peut-être l'avantage de l'éolien flottant par rapport au posé, c'est que finalement on est dans l'émergence d'une nouvelle filière. Donc on y va étape par étape. Donc notre unité au large du Croisic, c'était une seule unité. Et ça a permis de faire un ensemble d'études d'impact environnemental, de suivi environnemental, notamment avec l'école centrale Nantes, qui a démontré que cette unité n'avait aucun impact sur l'environnement. À la fois en termes de bruit pendant les phases de construction, après pendant l'exploitation de l'éolienne sur l'ensemble de l'écosystème, il n'y a aucun impact négatif. Et on a pu le démontrer sur une première unité, ce qui va permettre de faciliter l'acceptation pour les étapes suivantes, parce qu'on y va encore une fois sur le flottant, étape par étape. Une unité au large du Croisic, 3 unités au large de Port-la-Nouvelle, des appels d'offres pour à peu près 13 unités en cours. Merci beaucoup. Pour terminer le dimanche en politique d'aujourd'hui, retrouvons Jean-Marc Zulesi. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Vous êtes député du département des Bouches-du-Rhône et président de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Avant d'étudier à partir de demain un texte législatif sur les énergies renouvelables, vous avez invité les maires de votre circonscription à venir à une consultation pour évoquer justement cette thématique-là. Pour quelles raisons? Ça veut dire qu'il y a encore des maires qu'il faut convaincre de passer cette étape-là? Je ne pense pas qu'il faut les convaincre, il faut surtout les associer à la prise de décision au niveau national, les associer à la construction de la loi parce qu'ils sont au cœur de la démocratie et partant de ce principe-là, c'est important qu'ils soient à nos côtés tout simplement pour bien légiférer. C'est quoi leur réticence? C'est leurs administrés qui peuvent être un petit peu tendus par rapport à l'installation de parcs photovoltaïques ou d'éoliennes sur leur territoire? Vous avez raison, il y a un sujet lié à l'acceptabilité de ces projets-là. Et donc c'est important qu'ils soient à nos côtés. C'est important aussi de partager les enjeux. La volonté nationale de rééquilibrer notre mix énergétique, de développer ces énergies renouvelables parce que c'est tout simplement l'avenir. Alors on va prendre un exemple en termes d'énergie solaire. Notre région est derrière l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Pourtant il fait beau, il y a du vent. Pourquoi ce retard ici? Eh bien parce qu'on a... On devrait être leader normalement. Oui, surtout que notre région est la région la plus ensoleillée du territoire, oui, du pays. Oui. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut un texte de loi pour accélérer, pour faciliter le déploiement à la fois de panneaux solaires, mais aussi d'éoliens offshore. C'est un enjeu essentiel pour notre territoire
pour cette région sud. Alors 3% de la consommation globale électrique vient de l'énergie solaire. C'est un petit peu plus que l'année précédente, 2,8, 3%. Il y a un léger progrès. L'objectif, c'est quoi et à quel horizon? Alors notre volonté avec ce texte de loi, c'est de pouvoir atteindre la neutralité carbone. Donc on vise avant tout 2050 et donc pour cela, la volonté c'est de multiplier au moins par 10 dans les 20 années à venir la production d'énergie solaire. C'est comme ça finalement qu'on va réduire ce décalage entre les ressources naturelles gratuites, on vient de l'évoquer, dont on bénéficie ici, région la plus ensoleillée du pays, et le nombre d'installations qui est pas très finalement important. Oui, c'est vrai, puis on a un potentiel assez intéressant, à la fois en travaillant avec ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, en associant les agriculteurs à la production d'énergie liée au solaire, en mettant en avant aussi notre mer Méditerranée qui nous offre aussi un potentiel assez exceptionnel de production d'énergie. Donc oui, notre territoire a un potentiel exceptionnel et il faut un texte de loi pour accélérer justement la production d'énergie. Vous êtes sur un territoire où les questions environnementales sont très prégnantes, les temps de berre. Il y a deux autres députés avec lesquels vous partagez ce beau territoire voilà, du côté de Fos-sur-Mer, Salon de Provence. Il y a un député communiste et un député Rassemblement National. Quelle relation vous avez avec eux sur cette thématique-là? C'est très clair. Le Rassemblement National ne veut pas d'énergie renouvelable. Donc moi je ne me tourne pas vers le Rassemblement National. Par contre je tends la main notamment aux communistes, aux socialistes, aux écologistes et même à la France Insoumise de manière à ce que nous puissions voter ce texte de loi, non pas pour faire plaisir à la majorité, mais pour notre pays et pour l'avenir de notre pays, parce que nous devons absolument améliorer notre souveraineté énergétique. Alors on l'a évoqué, mais c'est un point important sur les contraintes liées à l'environnement. Comment est-ce qu'on réussit à conjuguer respect de l'environnement, les chauves-souris, les fleurs rares, et développement d'infrastructures qui accueillent des énergies renouvelables? Le premier sujet, c'est la planification. Il faut absolument prioriser le développement de ces énergies renouvelables aux endroits les plus propices. Deuxième point, c'est le sujet de la concertation. Concerter absolument en amont des projets, d'où le travail réalisé avec les maires. Et puis le troisième point, c'est le partage de la valeur. Ceux qui décident de développer des énergies renouvelables sur leur territoire doivent bénéficier financièrement davantage. Elisabeth Borne vient à la région en début de semaine, lundi, et parle de planification sur la transition écologique, avec l'implication de notre région, parce qu'elle considère que c'est une région laboratoire. Vous êtes sur la même longueur d'onde? Bien sûr. Et bon, je manque un peu d'objectivité en étant enfant de ce pays, voilà. Mais notre territoire, je le répète, a un potentiel exceptionnel. À nous de répondre présent face à ces enjeux. C'est une question d'avenir. Merci Jean-Marc Zulesi. Merci à vous. Voilà, Dimanche en politique, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 11h30 sur France 3 Provence-Alpes. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.